Thierry. Bonjour Dominique. Et voici la 5e et pour l'instant dernière émission consacrée à l'Agartha et à Shambhala, Oui, enfin, dans laquelle tu interfères avec moi pour que nous puissions discuter des différentes choses. Je suis en tout cas enchanté au cours de ces 5 émissions de t'avoir eu comme interlocuteur pour cette discussion, car nous avons largement dépassé le stade du simple intervieweur et ça nous a permis tous les deux d'échanger et de nous apporter certaines choses, car je te remercie aussi de tes éclairages qui ont des fois apporté leur pierre. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc c'est... Non, mais c'était très important. Aujourd'hui, nous allons être un peu plus concret, enfin concret, tout a été très concret, mais nous allons dire un peu plus technique que les différents aspects qu'on a abordés au cours des 4 dernières émissions. Nous allons parler de Back to Agartha, c'est-à-dire de l'expédition que depuis 2015, je suis en train de préparer. c'est ça. Et je te remercie d'ailleurs pour l'ensemble de ces émissions, parce que évidemment ça a apporté aussi un éclairage sur ce que tu es au fond, sur ce que tu penses, parce que tu es extrêmement malmené, on va dire. C'est vrai. Et que... Oui, mais je vais l'être encore plus quand... éclairage. Je vais l'être encore plus quand ça va être diffusé, parce que ça va exciter aussi les gens qui ne vont pas être du tout d'accord avec mon point de vue et mes recherches. En sachant que moi, je mets un point d'honneur, c'est très important, surtout que c'est la dernière émission où je vais, je pense, intervenir aussi abondamment. Je mets un point d'honneur à rester objectif. C'est-à-dire, je n'essaye pas d'imposer mon point de vue, mes croyances. Quand je donne des informations au cours de ces émissions, au cours de ces 5 émissions, ce sont des informations pour apprendre, comprendre, mais pas pour influencer. Pas pour essayer de guider nos amis téléspectateurs et téléspectatrices à choisir, je dirais, un choix qui serait proche du mien. Je laisse, c'était un point que tu avais beaucoup d'ailleurs, le libre arbitre à chacun, de décider ce qui lui paraît cohérent, incohérent, intéressant d'apprendre ou pas. Voilà. C'était très intéressant de le dire et je suis quelqu'un qui a toujours énormément respecté le point de vue de l'autre, même quand cet autre, des fois, mériterait quelques remontrances pour être très poli. Mais, oui, effectivement, ça m'a fait plaisir de faire ces 5 émissions parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire des émissions où j'allais expliquer l'Agartha et Shambhala, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui est diffusé sur Internet à ce sujet, donc c'est très compliqué pour les gens d'arriver à s'y retrouver dans ce qui est vrai ou pas. Ils savent que je suis quelqu'un, je suis un explorateur, un chercheur de vérité qui trouve la vérité, lui. Tout simplement parce que je pose la barre un peu plus haute que la moyenne des gens, c'est-à-dire que moi je ne veux pas dire au public c'est ça, si moi-même je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, et si je ne peux pas dire c'est conforme à ce qui a été dit. Voilà, c'est très important. D'où la célèbre expression, je suis comme ça, Dominique, je crois que je vois. Exactement, oui. Oui, ça a un côté, oui, on m'a souvent dit que j'avais un petit côté un peu Saint Thomas, mais c'est pas le côté mauvaise critique. C'est le côté, je veux être fiable. Et en fait, je vais l'expliquer aux gens, ça va les faire marrer, je vais faire un trait d'humour, de l'autodérision. J'ai tellement envie d'être parfait et de pouvoir me regarder dans le miroir en disant « Domi, zéro défaut », que je me dis, si je raconte une connerie ou une approximation, demain je meurs, on découvre que c'était une connerie, une approximation. Ce qui va rester de moi, c'est une connerie et une approximation. Ça me gênera un peu quand même. Tu vois ? Bon, alors on va rentrer dans ce dossier croustillant, oui. Qui est donc ce voyage prévu, puisqu'il se dit, évidemment, et on va rentrer dans le vif du sujet, que tu prépares donc cette expédition pour retrouver l'Agartha, à l'instar de l'amiral Byrd ou de Olaf Jensen, tout à fait. Qui ont eux-mêmes cherché. Alors au premier abord, non seulement ils ont cherché, mais ils ont trouvé, car ces 2 personnes semblent être entrées en contact, non pas avec l'Agartha, et c'est là où les gens s'égarent, avec l'une des 98 cités. Et c'est pour ça que dès les départs des premières émissions que nous avons faites, je disais, c'est pas parce que Shambhala est vide
que toutes les cités sont vides, qu'il n'y a plus aucun Agartien vivant actuellement. Il y a des gens qui étaient présents à Shambhala, certes c'était la capitale, mais c'est pas parce que la capitale a fermé ses portes, et comme disait d'ailleurs Wesley, quand il a exploré la cité, il a dit c'est pas une cité qui est détruite, qui est abîmée, c'est une cité, on dirait qu'on a rangé tout, qu'on a fermé soigneusement les portes avant de partir en vacances. Oui, c'est ça. Il était étonné du peu de poussière, alors que on parle d'au minimum 130 000 ans, de peu de poussière dans le grand hall dans lequel il est entré, alors qu'il s'attendait quand même à un amoncellement monstrueux, comme on peut le trouver dans n'importe quel vestige des civilisations qui lui ont succédé. Donc, c'est ça qui était surprenant. L'amiral Byrd, moi, je ne mets pas en doute, je lui laisse le même crédit que Wesley quant à la possibilité qu'il ait pu rencontrer des individus. Et cela d'autant plus que la description de la cité, la description des gens, le cheminement de pensée de ces gens est extrêmement similaire à celui des Agartiens. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit des Agartiens, simplement ce n'était pas Shambhala où ils étaient, c'était une des cités des 98 cités. Quant à Olaf Johnson, c'est pareil, il est allé à la rencontre, ce n'est pas du tout les mêmes personnes que ceux qu'a rencontré l'amiral Byrd, et on est sûr qu'il n'était pas à Shambhala, donc par voie de conséquence, c'était encore une autre. C'est pas parce que ces 98 cités sont invisibles ou difficiles à trouver qu'elles sont introuvables par définition. Maintenant, tu peux remarquer que l'amiral Byrd a pris un soin tout particulier, il avait quand même un avion, donc il avait les moyens de prendre des références et des éléments, et c'est pas dit qu'il les a pas pris, mais il n'a pas voulu les transmettre, contrairement à Wesley. De l'autre côté, Johnson, pareil, tenait un même carnet, un même journal, il a donc probablement lui aussi pouvait donner la direction de cette cité, le temps qu'il a mis, le nombre de jours, etc. Il ne l'a pas fait. Toujours pareil. Parce que peut-être qu'il l'a fait, mais ensuite, quand il a communiqué son histoire au monde, il s'est bien gardé de donner trop de détails. Alors, il n'empêche que pour beaucoup, Shambhala, l'Agartha, tout ça, c'est un mythe. Donc, même si tu as des éléments, la plupart pensent que tu vas rentrer bredouille, que tu ne trouveras rien. Qu'est-ce que tu peux répondre à toutes les personnes qui doutent, j'aime bien, si tu veux, moi je ne veux pas rentrer dans un débat de polémique. J'ai écrit d'ailleurs dans Shambhala un truc intéressant, je l'avais mis dans la première version, puis je l'ai ôté parce que je pense que, c'est pas méchant, hein, amis téléspectateurs et spectatrices, mais il y a des fois, il y a certaines paroles, elles ne sont pas forcément accessibles à tous. Donc, je vais te lire ce que Carl Gustav Jung, que tout le monde connaît, hein, entre Freud et Jung, on est bien pensé, les deux plateaux d'une même balance, et de la définition du mythe. La définition du mythe, parce que le mythe, et ce que l'on imagine être un mythe en Occident, n'a pas du tout la même consonance en Orient. Ce n'est pas du tout la même forme de pensée. Alors je le lis parce que c'est tellement bien écrit que je m'en voudrais de d'écorcher son texte, mais c'est tout à fait ce qu'il faut penser. Moi, j'ai la version orientale dans ma tête du mythe, et tous les éléments que j'ai vont dans le sens de la version orientale du mythe. Le mythe est dans notre logique et notre culture toute occidentale l'inverse de l'histoire, le contraire du réel. Quand on dit, chez nous, en Occident, d'un récit qu'il est mythique, on signifie en réalité qu'on ne le considère que comme pure fiction, produit de l'imagination humaine. Or, le mythe, et la démonstration de Carl Gustav Jung est magnifique, est beaucoup plus profond. C'est très profond. Il atteste en fait d'une réalité passée. Aucune légende, aucun mythe ne peut exister s'il n'y a pas un fond de vérité au départ.
Cette réalité est parfois inaccessible aujourd'hui par la raison, je dirais même par la culture. Si tu n'es pas enseigné jusqu'à un certain niveau, il y a des évidences qui ne te seront pas évidentes. C'est un peu comme si vous vouliez jouer aux échecs sans connaître les règles. La logique binaire qui est la nôtre est réductrice dans la manière d'imaginer mythe ou pas. C'est un peu un mix des deux, le mythe à l'oriental. Elle s'exprime en fait à travers un récit imagé, pour être plus accessible au commun des mortels, en parlant de mystique et de commun. C'est peuplé de métaphores, mais qui sont autant de balises pour arriver à comprendre le fondement, l'intérêt. Si on vous parle d'un mythe, c'est pas pour vous raconter une belle histoire pour endormir les enfants, c'est parce que la complexité de l'événement est telle qu'il ne peut pas être compréhensible par quelqu'un qui n'a pas atteint un certain niveau d'initiation. Donc, comme à un gamin, on lui raconte une histoire. Les grands mythes qui ont fondé l'Odyssée de l'humanité essaient tous de nous raconter de manière métaphorique, par image donc, de véritables faits, mais les présentent tous sous forme d'images, d'histoires moralisantes, pour permettre aux moins éveillés d'entre nous d'accéder tout de même à l'information. Le mythe n'est donc pas, contrairement à ce qu'on pense en Occident, quelque chose de faux. C'est une chose compliquée pour les esprits néophytes, mais pas pour les esprits initiés, bien plus aiguisés pour comprendre ces choses. Après presque 40 ans d'études, de recherche, d'exploration, moi je pense avoir atteint un certain niveau de plénitude qui me permet de comprendre en toute sérénité les éléments du mythe pour en dégager la réalité. Et tout en restant, parce que malheureusement la souche occidentale est là, je ne vais pas passer, je ne vais pas me brider les yeux avant l'heure, j'ai encore de mauvais réflexes de bon occidental, je suis bien obligé de m'en remettre à la fameuse phrase sempiternelle que je sors depuis ces 5 émissions, tant qu'on n'y sera pas allé, on ne saura pas. Mais c'est une conception, cette phrase, toute occidentale. Un Asiatique, un Indien, n'imaginerait même pas dire « je vais voir et je ne sais pas si ça existe ». Pour l'Indien, le Mahabharata, le Ramayana, c'est pas une fiction, c'est pas un texte religieux, c'est des documents historiques. C'est complètement différent. Pour eux, c'est évident que ça a existé. Alors que pour nous, on est dans le mythe, Rama, Vishnu, pour nous, c'est des personnages fantasmagoriques de légende. Des dieux de la mythologie. De la mythologie, oui. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'ils le voyaient. Les Indiens, les Tibétains, les Asiatiques en général. Voilà. C'est vrai que la légende de la Gartha de Shambhala relève de cette définition du mythe, alliant à la fois récit mythique, intuition, métaphore, avec un fondement de réel. De toute façon, on trouve beaucoup de l'enseignement qui est transmis sous forme de symbolisme, et ce symbolisme vient aussi de beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si Hitler a choisi cette swastika dont on parlait dans mais complètement. Ah non, mais c'était évident. Avec tout le savoir, mais c'était ça, c'est que le swastika, c'était pas seulement un symbole posé sur un drapeau. Je te rappelle quand même que les 3 couleurs du drapeau nazi sont les 3 couleurs principales d'Atlantis. Le rouge, le noir et le blanc. Donc je veux dire, oui, tout à fait, tout à fait. Alors je n'ai plus de mémoire exactement le sens exact de ces couleurs, il faudrait que je me replonge dans mes documents, mais c'est un sens tout à fait particulier. Il faut savoir qu'en Atlantide, tous les bâtiments étaient rouges, blancs et noirs, de partout. Donc c'était... Et ils se sont... En se rattachant à la svastika, ils se rattachaient aux civilisations antédiluviennes en récupérant la gamma, la croix gammée, la svastika. En fait, comme tu disais, ils s'appropriaient
toute la culture antérieure et se disait du coup l'héritier de cette culture. Comme donc, on a trouvé chez les Mérovingiens, comme on a trouvé dans bon nombre, disons, de peuples ou de rois qui se sont rattachés à une filiation mythique. Mais tout à fait, voilà. tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut parler très brièvement de la Bible. Oui, tout à fait. La Bible est littéralement le Reader Digest pour moi. Tu retrouves tout le déluge, tu le retrouves chez Gilgamesh. C'est ça. Quand les béatitudes, alors je sais que si vous êtes très catho, je vais vraiment plus de copains avec vous, j'en suis désolé, mais enfin les béatitudes de Jésus sur le mont des Oliviers, c'est de l'araméen, qui a été retrouvé sur les papiers de la mer morte, là, les rouleaux de la mer morte, qui ont été écrits 2000 ans avant Jésus. Bienheureux les simples d'esprit. Cette phrase intégralement dans la Bible, on la retrouve intégralement dans les rouleaux. 2000 ans avant. Jésus aussi fait de l'économie circulaire, il revient tous les 2000 ans. Non, mais bon, voilà. Et je pense qu'il a fait des études dans les monastères araméens. Les araméens, c'est une ethnie spécifique dans le peuple juif. On pourrait dire quelque part qu'ils étaient assez stricts, tu vois. Donc il y a des choses, beaucoup de textes araméens qui sont inconnus, je dirais, du juif d'aujourd'hui, parce que même la Torah, etc., comme la Bible pour nous, comme le Coran pour les musulmans, a subi quelques altérations depuis son écriture quand même. Bien sûr. Donc je dirais que même si on admettait que chaque prophète peut être inspiré par la force, tu appelles Dieu, ceux qui ont fini de rédiger, c'était de simples humains. Donc, comme dans l'Église, Dieu, si on admet son existence, n'a jamais demandé les guerres de religion, n'a jamais demandé l'inquisition, ni de brûler le mec qui n'est pas d'accord avec toi. Donc, pareil pour les musulmans, les guerres de religion de la même manière, ça n'a aucun sens, et décapiter les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est pas non plus, d'ailleurs c'est pas du tout très agraciant ça, ni antédiluvien. On ne professe pas l'amour par la guerre. Et toutes les religions parlent d'amour et font toute la guerre. Hein. Bon, revenons à notre expédition. Oui, le fameux projet, allons-y. Bon, c'est quand même ce qui nous occupe lors de cette dernière édition, oui. Wesley, dans ses carnets, donc, parle de 700 siècles, on va dire, hein, sauf erreur de ma part, de technologie d'avance. Oui. Alors, tu n'as pas peur, justement, en pénétrant comme ça en Agartha, d'être confronté à des choses qui te dépassent ou qui alors, si tu veux, je suis parti d'un principe, toujours. Restons sur la base. Si les carnets de Wesley sont authentiques, tout ce qu'il a dit est authentique. Si ça s'avère véridique, on a une chance inouïe. C'est que pendant qu'il baladait à l'intérieur de la joyeuse cité, qu'il a même visité toute la vallée de l'Agartha, il a pris des notes sur ce qu'il a rencontré, sur les événements qui se sont passés, sur les problèmes auxquels il a été confronté et comment il les a résolus. Ça nous donne au moins une chance. Si nous marchons dans ces pas, en principe, on n'a aucun problème puisque nous savons d'avance ce que nous allons rencontrer, quels problèmes nous allons rencontrer et comment nous pouvons les résoudre. Donc déjà ça, c'est bien. Maintenant, il n'est pas interdit, et même tout à fait probable, que nous allions jouer en dehors de la cour et que nous nous trouvions confrontés à des événements, des choses, des problématiques auxquelles ni Wesley ni personne n'a jamais été confronté. Alors, je veux faire dans le positivisme absolu, je suis un incorrigible optimiste, je ne vois pas pourquoi on va manipuler le bouton sur lequel il ne faut pas appuyer pour pulvériser la planète ou déclencher un trou noir en déclenchant un appareil quelconque en Agartha sans savoir le maîtriser. La première des choses, quand on rentre dans un monument, dans une civilisation, comme on va le faire en Égypte avec Patrice, dans la civilisation antédiluvienne qui est sous le plateau de Gizeh, on va éviter de mettre les doigts n'importe où. Hein, on ne va pas toucher, on va d'abord regarder, on va bien examiner, on va interpréter. Et seulement si on considère qu'on a réuni toutes les conditions maximales de sécurité, on va tenter de voir comment ça fonctionne tout ça. Mais il est hors de question
d'y aller carrément à la hussarde. Donc déjà. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui est déjà ouverte à ce genre de technologie ou qui très sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, d'abord il faut que tu saches que pendant 2 mois, on va pas être présent en France. Nous allons nous nettoyer spirituellement. Car, comme je te l'ai dit et comme l'ont dit d'ailleurs la plupart des lamas et des grands prêtres, arriver en Agartha, il vaut mieux arriver sur son 31. C'est mieux. Donc préparation spirituelle. Complète. Retour, réinitialisation intégrale pour des fois qu'on aurait pu oublier certains détails. Et on va dire, toujours pour parler de Dieu, merci mon Dieu de nous apprendre l'humilité. Ça va être très important. Si on est un peu mégalo, moi je le fais de manière dérision. Je n'ai pas l'once de la mégalomanie moyenne. Je le fais par humour, par dérision, parce que je sais aussi que ça fait sourire le public qui me suit, ce côté un peu gouailleur de l'individu. J'aime bien rigoler avec mon public, quoi. Mais je pense que là, il faudra être très sincèrement humble, premièrement, et bien nettoyer là-dedans, essayer d'éviter d'être un peu trop perverti, esprit tordu, de voir le noir partout où on passe. Donc il faut vraiment, tu vois, un petit nettoyage. Ensuite, ce sont tous des gens qui ont une très grande culture orientale et qui sont, à défaut d'être au même niveau que moi, proches. Et pour certains, même au-dessus. Les 2 personnes qui sont, comment dirais-je, totalement spirituelles, qui n'ont pas d'autre action que ça, qui seront avec nous et qui vivent de ça, tu vois, qui vivent de la spiritualité absolue. Ces 2 personnes, c'est des personnes à part dans l'équipe, mais c'est des personnes nécessaires dans l'équipe. Car autant l'équipe de Wesley était dépareillée, que l'équipe qui va arriver le sera pratiquement tout autant. Mais avec ce coup-ci, les carnets du Major et une certaine uniformité de pensée. Je dirais pas uniformité, je reviens, je me corrige. Unité. Unité de pensée. Exactement, mon cher Thierry. Unité de pensée. Une solidarité, une fraternité qui nécessite que l'équipe qui va partir, je devrais dire les équipes, puisqu'il en aura 2, les équipes, tu en sais quelque chose d'ailleurs, nous n'en dirons pas plus, les équipes sont nécessairement des gens qui s'estiment, qui ont foi et confiance les uns dans les autres. Et quand je dis confiance, c'est confiance au point de pouvoir confier sa vie à l'autre, en toute quiétude. Et pour que ça existe, il faut que la confiance soit à un niveau très élevé, mais aussi il faut que chaque individu ait un niveau de responsabilité, de conscience de sa responsabilité, bien plus élevé qu'on ne l'a dans la vie quotidienne, dans cette civilisation. Donc chacun, encore une fois, c'est le concept, je fais ça pour toi, pas pour moi. Donc ça veut dire dedans que des personnes en fait, qui ne seraient pas tentées d'utiliser ces technologies. Ils ne vont déjà, on essaye d'éviter les mégalos, les dictateurs apprentis, les gens qui risquent d'avoir l'effet montgolfière version Édimbourg, tu vois, le dirigeable, quoi, que même le ballon à gaz, là, c'est pas assez grand, tu vois. Donc, des gens vicieux qui viendraient pour s'emparer, qui infiltreraient le groupe. Donc, des observateurs malsains qui renseigneraient les forces, comment on dit ça, c'est intelligence avec l'ennemi. C'est ça. Voilà. Intelligence avec l'ennemi. Voilà. Donc, ces gens-là, nous essayons de trier, et ça, on trie depuis 2015. Alors, pour te dire, l'équipe originale a changé 8 fois. Des 2 équipes, il ne reste de l'équipe de 2015 que 4 personnes. Tous les autres ont tourné. Certains sont venus, certains y ont cru, n'y croient plus. Certains y croient, n'osent pas, n'osent plus. On se demande même si un jour ils auraient osé. Certains pensaient que ça n'allait pas être réel, ont assisté à certaines choses qui leur ont montré que c'était extrêmement concret,
et entre-temps, ont changé de sexe. Si tu vois ce que je veux dire. En se disant, oulalalala, non mais là, non. Non, parce que on est, surtout en Provence, c'est bien que tu sois à Drôme, surtout en Provence, les gens parlent beaucoup, affirment beaucoup, se consolident beaucoup, mais au moment où il faut y aller, c'est retenez-moi. Tu vois, c'est triste réalité. Les Parisiens ne sont pas en manque de ce côté-là non plus, d'ailleurs, désolé pour les Parisiens. On va pas faire quand même de la guerre régionaliste, mais voilà. Simplement pour dire qu'effectivement, non, mais simplement pour dire que les équipes ont tourné parce que, en fait, aujourd'hui, ceux qui partent, ceux qui seront là, ceux qui vont faire ce voyage, savent à l'heure d'aujourd'hui que tout ça c'est extrêmement concret et que par voie de conséquence, il y a une prise de responsabilité importante. Dire je viens, il ne suffit pas de le dire. Il faut le penser, il faut en être convaincu, il faut en être volontaire, il faut en être... Comment pourrais-je dire? C'est plus que de la persuasion. C'est une sorte de détermination. J'ai bien l'intention d'y aller. Et si, Dominique, tu ne veux pas que j'y aille pour une raison quelconque, je me démerderai d'y aller quand même si je dois me glisser dans les valises. C'est ça. À partir de là, je pense qu'on aura une équipe homogène, de gens qui s'estiment, pour ne pas dire qui s'aiment. Il y a des filles et des garçons là-dedans, il n'y a pas que des hommes. Hein. Il n'y a pas la parité malheureusement, mais on n'est quand même pas que entre mecs. Et c'est surtout des gens qui vont tous, dans les 15 jours avant le départ, se fréquenter intimement. On se retrouvait ensemble au même lieu, on partageait leurs repas, vont échanger. Il est extrêmement important que chaque personne connaisse les autres bien. Quand nous allons partir là-bas, nous devons être un groupe uni, un groupe cohérent, homogène, un groupe de gens qui ont tous la foi dans ce qu'il va falloir faire. Ceux de Wesley ont tellement eu la foi que certains sont morts. Tout à fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont morts, quand ils ne sont pas morts sur le coup, ils ont tous dit, je n'ai pas regretté de faire la partie du chemin que j'ai faite, et surtout, Andrew, lâche pas après tout ce qu'on a fait, va jusqu'au bout. Et il y est allé. Et il a, plus d'une fois, il a été ébranlé par la mort de ces gens qui, au moment de la constitution de l'expédition, ne les connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Ce sont devenus des gens qui étaient pratiquement sa famille à l'arrivée. 16 mois de voyage. Et oui, mais plus que ça, 16 mois d'épreuve. Oui, c'est ça. Et ces gens sont devenus vraiment intimes entre eux, très proches les uns des autres, très solidaires les uns des autres. Il faut réaliser notamment, Rick O'Neill a voulu protéger Mary Shelton. Il est mort pour s'être opposé à un ours considérable des montagnes. Je veux dire, quand tu es un être sensé, tu ne te jettes pas dans ce genre de choses. Mais Mary n'était pas qu'une équipière, c'était comme une sœur. Les rapports entre les gens avaient tellement changé qu'ils étaient très solides. Et je pense que le succès de leur expédition tient aussi de ça. Et que le regard qu'a l'intelligence artificielle Rhea sur eux est très différent. Quand tu vois la relation qu'elle avait avec les gens qui poursuivaient à qui elle foutait des barrages de malades pour les empêcher d'avancer, et de l'autre côté, le soutien qu'elle leur a apporté, il était très clair qu'elle sentait bien l'esprit agaçant ici, pas du tout là. Tu vois, c'est très important cette conceptualisation de l'équipe. Donc, ça veut dire que de toute façon, on a cette intelligence artificielle, Rhea, donc, oui, qui aussi régule en quelque sorte... C'est d'ailleurs extrêmement étrange parce que Rhea, c'est la mère de Zeus. Oui. C'est la fondatrice de l'univers. Quand même marrant comme image, tu vois. Et que Rhea écrit dans les carnets de Wesley, ce n'est pas un mot assemblé. R.H.E.A. Comme si c'était en fait un acronyme de quelque chose de plus long. C'est en ça que j'en ai déduit que ça ne pouvait être qu'une intelligence artificielle, une sorte de supracalculateur intelligent, mais
ils sont tellement en avance sur nous que les ordinateurs ne se contentent plus d'avoir un avis binaire. Ils sont capables d'interpréter le peut-être, le oui mais. Tu vois? On en est là, nous, en train de... On est au balbutiement de ce truc-là. Et d'ailleurs, ça fait peur à tout le monde, parce que depuis qu'on a lancé Terminator et le fameux Skynet, on voit l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va toujours plus derrière. Donc, après, de l'autre côté, on s'aperçoit qu'on a en face Réa qui, au contraire, aide l'humanité à s'en sortir à tous les niveaux et n'interfère que pour aider. N'exerce aucun pouvoir. Elle est juste là comme une sorte d'assistante de tous les jours. On appellerait ça, si on était dans la Bible, un ange gardien. Tu vois? Donc c'est vrai que cette expédition va demander un certain niveau d'initiation, un certain niveau de culture, un certain niveau technologique pour pouvoir atteindre. Et là-dessus, moi, pour pouvoir arriver là-bas, je ne me suis pas contenté j'allais dire, du témoignage de Wesley. J'ai décidé d'intégrer le témoignage de Bird et le témoignage de Johnson, où les relations avec les Agarthiens sont à la fois différentes et similaires, parce que je pense que si on doit rencontrer des choses qu'on ne sait pas, il vaut mieux avoir l'esprit le plus large ouvert, et il n'est pas dit, parce que quand même, Wesley nous raconte qu'après avoir traîné presque 4 ans dans cet endroit, il n'en a visité qu'un millième. Alors, c'est marrant, c'est moi qui te pose la question, hein. Mais je te la pose parce que je sais, je connais presque ta réponse. Il a visité 1 pour 1000 de Shambhala et n'a rencontré aucun Chambaléen. Qu'est-ce qui prouve que dans les 999, il n'y en a pas? Bien sûr, rien. Tu vois? Ils n'ont pas eu le contact. Ça ne veut pas dire que les Agarthiens n'existent pas non plus là-bas. Ça veut simplement dire qu'il n'en a rencontré aucun. En tout cas, eux n'en ont rencontré aucun, mais s'il y a des Agarthiens, eux devaient savoir que Wesley son était là, puisque Réa était là. C'est ça. En fait, on peut tout à fait imaginer, prenons un ordinateur, que Réa était l'interface de communication entre les habitants réels et les visiteurs. Que les visiteurs n'ont rencontré que le vide, mais ça ne veut pas dire que parce que tu ne le vois pas, quelque chose n'existe pas. C'est ça. Tu vois? Et qu'il est tout à fait logique dans l'esprit pacifiste des Agarthiens que quand ils reçoivent des visiteurs, ils soient un minimum méfiants. Tu vois? Donc, d'autant plus que s'ils nous observent, en admettant qu'ils existent réellement sur les 98 cités, peu ou prou. Ce qu'ils ont vu de nos ajustements n'est pas fait pour les rassurer. 2 guerres mondiales, la bombe atomique, j'en passe les meilleurs, on est quand même de grands déséquilibrés. Et pour des gens qui ont atteint ce niveau de conscience et d'éveil, c'est quand même un peu tendu d'aller se frotter à ce genre de commun qui peut quand même te tuer, quoi, tu vois. En même temps, il semblerait qu'il y ait quand même des observations, on parle souvent d'observations d'OVNI, d'interventions extérieures sur notre planète, des choses un peu inexpliquées. Mais moi, je vais t'expliquer clairement, je ne crois pas aux ovnis, aux objets volants non identifiés provenant d'un monde exoplanétaire. Mais je suis tout à fait ouvert à l'idée de drones. D'autant plus que dans les carnets de Wesley, par 2 fois, ils ont été survolés par des objets bien trop petits pour contenir quelque chose, mais qui pourtant volaient et qui étaient sphériques, c'est-à-dire qu'en principe, une boule, ça ne vole pas. Ça ne se supporte sur aucune atmosphère, donc ça utilise une technologie qui est inconnue à l'heure d'aujourd'hui, comment faire voler une sphère. Donc, je pense, surtout quand tu vois que le port des étoiles contient 40 000 vimanas de tailles diverses et variées, allant du cigare au disque, allant d'objets aux formes totalement improbables et pourtant volants, moi je dis peut-être que les Agarthiens nous survolent régulièrement et que ce que nous pensons être des gens hors terrestres sont en fait des gens tout à fait terrestres, simplement comme le primitif qui voit passer l'avion et l'en flèche, ben nous voyons passer les ovnis et nous nous disons c'est des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça. La logique universelle, approuvée par le passé,
maintes fois sur Terre d'ailleurs, que toute civilisation civilisée qui abordait un endroit plus primitif, en général le colonisait. Et que dans 99 cas sur 100, la colonisation se passait plutôt mal pour le coloniser. Donc je me dis que je vois absolument aucun intérêt pour un gars qui aurait une technologie identique à celle d'Agartha, c'est-à-dire la capacité de replier l'espace pour nous rejoindre, que ce type va s'amuser à ça juste pour venir faire un tour au-dessus de la Terre et regarder ce qui se passe. Même pas pour aller prélever un humain, 3 plantes et une vache. Je pense que si quelqu'un fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose sur cette Terre qui n'existe pas là où le gaz se trouve. Et dans ce cas-là, on est mal. Oui. Et la chose qui est la plus prééminente sur cette planète, c'est l'eau. Donc, on la trouve sur d'autres planètes d'après certaines observations. Dans une proportion identique à celle de notre globe. Ah. 75% du globe est recouvert d'eau. Il faudrait y aller et voir. Oui, en plus. Très belle reprise. Là, c'était au dernier envoi, je touche. Voilà, non, tout à fait. Donc, si tu veux, moi je crois aux objets volants non identifiés, télécommandés, ou aux objets volants provenant de la civilisation d'Agartha, puisque j'ai cherché Hyperborée dans le passé, hein, dans mes 35 ans d'exploration. Moi, j'ai fait le tour de la Terre, de la Sibérie au nord-ouest et même nord-est du Canada. J'ai été me perdre dans des endroits de fous. Je me suis tapé 2 fois quand même la bordure des pôles. Je veux dire, il n'y a que l'Antarctique, je n'ai pas foutu encore un pied, mais ça ne va pas tarder depuis la découverte d'Antarctica. Donc, et si tu veux, j'ai énormément évolué. Je sais que les autres civilisations n'avaient pas ce genre de moyens, mais avaient quand même des moyens extraordinaires. Je pourrais te parler avec Hyperborée d'un char à voile sur glace, qui était capable, il y a 55 000 ans, de se déplacer à 160 km/h sur la glace. Et qui était vraiment très élaboré, dont le vestige a été retrouvé, a été reconstitué, et si mes souvenirs sont bons, il y en a un modèle qui est aujourd'hui exposé au musée des civilisations au Canada. Donc, bon, on sait qu'en tout cas, la planète Terre témoigne de nombreux phénomènes inexpliqués, on va dire, sans rentrer dans le détail, depuis des siècles. Voilà. Ah oui, tout à fait. Concrètement, vous en êtes où? Alors, en fait, où on en est? À l'heure d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, en 2015, quand j'ai démarré cette idée folle, hein, qui était d'abord dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré les bouquins, on fait la chronologie, je les ai traduits. J'ai été ensuite contacté, j'étais déjà contacté au début, mais notre ami IE, on ne sait pas, Abraham m'a contacté plusieurs fois. À chaque fois, c'est un truc de fou. La première fois, j'ai même essayé de remonter pour essayer de trouver d'où ça se localisait. Ça partait des États-Unis, ça partait d'un endroit qui était un terrain vague, et ce terrain vague, c'était le terrain vague où avait existé autrefois l'hôpital de Providence, là où s'était trouvé Wesley. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que là-bas, il n'y a pas la moindre connexion à cette terrain vague. Pourtant, géographiquement, on va dire au niveau de l'IP, c'était là. Donc c'est extraordinaire. Donc le seul moyen de réaliser un tour de force comme ça, c'est d'émettre à partir d'un satellite, lequel ne peut pas être un satellite connu, car tu obtiens dans l'IP la référence du satellite. Et là, tu n'obtiens rien. Mais à quelle heure font ça? Voilà, ils savent manipuler tout ça. Peut-être, mais je pense que ça va au-delà. Et que le fait que ça se retrouve comme par hasard dans le lieu où Wesley est mort, c'était très symbolique de faire une sorte de liaison entre l'hôpital de Providence, 1930, et Dominique Jomblout, 2005. Tu vois, c'était quand même assez marrant. Et je n'ai jamais pu entendre la voix d'Abraham. Il me contacte systématiquement par email, avec toujours des emails aux cryptologies improbables. Alors, la première fois que j'ai cherché, maintenant j'ai lâché prise, j'ai très bien compris que je ne mettrai jamais la main sur lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il veille. Et je vais te donner un petit détail qui est quand même particulier. Quand je suis parti
en 2014, à l'EPR2 sur la vallée de Bosnie, en Visoko. J'ai reçu un mail d'Abraham me disant: ils sont en train de faire des travaux, ils sont à tel niveau, telle profondeur, et ils vont atteindre tel truc. Bien, n'importe qui aurait été là-bas aurait pu déduire la même chose. Sauf qu'il m'a décrit, à tel endroit, quand ils vont déterrer, ils vont trouver un objet. Il m'a décrit cet objet. J'ai dit: comment tu peux savoir? Cet endroit, le labyrinthe Ravenet, a été enterré depuis plus de 5000 ans. Et il a été enterré volontairement par une civilisation dont on ignore l'existence, ni même les origines, mais qui s'est acharnée à ce que les tunnels ne soient jamais retrouvés, car ça a été un pur hasard de remettre la main sur ces tunnels, au tout début en 2005. C'est un pur hasard. Et j'ai dit OK. Et quand on est allé en 2014, on est allé là. Il venait tout juste d'excaver la zone en question. Et j'ai découvert cet objet, à semi-enterré, que même Semiros Managic n'avait même pas vu. Et puis, on avait les gens du Fonds monétaire international qui visitaient les locaux, enfin l'endroit, pour voir s'il y avait quelque chose qui méritait le financement du Fonds monétaire international, tout ça. Et j'ai découvert cette statue. J'ai dit: s'il se retourne et qu'il la voie, il va y avoir un bordel planétaire. Donc j'ai passé mon temps à faire des mimiques à notre ami Sémir pour lui dire: tu t'arranges comme tu veux, mais il ne se retourne pas, raconte-leur ce que tu veux. Et j'ai demandé à mon équipe de faire un mur pour cacher cette statue, cet objet. Et faire les braves petits qui écoutaient religieusement Semiros Managic le temps que les gars dégagent. Reste quand même la question. Comment pouvait-il savoir où se trouvait très précisément cet objet qui était enterré par 35 mètres de profondeur à plus de 1000 mètres de la ville, de l'extérieur du tunnel? C'est donc un artefact que tu as trouvé, un artefact. On a trouvé, qui est aujourd'hui... Tu es content de ce statue? Oui. J'en parle dans... Je la montre même dans le film Vallée de Visoko, l'incroyable vérité, qui est en 2 parties, un film de 2 heures, qui sera d'ailleurs à l'événement Pyramide dans le monde. Là, on devait faire cet événement au mois de mars, mais avec les élections municipales et tout, ça n'a pas été possible. Donc, on reporte cet événement à une date ultérieure. Avant ou après l'expédition? Avant l'expédition. Avant l'expédition. Je pense que ce sera au mois d'avril, mais par là. Et on va faire une sorte de, comment dirais-je, de récapitulatif de toutes les pyramides qui existent dans le monde, du moment où on les a trouvées jusqu'aux dernières découvertes qui ont été effectuées, sujet par sujet. Donc ça va prendre un certain temps, mais ça va être un événement public avec projection de films, PowerPoint, et j'invite un grand nombre de personnes à venir, parmi eux Zaïawas d'ailleurs, et Semiros Managic qui sera présent. Et donc, si tu veux, il y a... Chacun vient un peu présenter l'endroit où il travaille et les pyramides sur lesquelles il bosse, quoi, en gros. Prendre note, donc tu nous feras savoir. Voilà, tout à fait. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, quand même, on a déjà toute une série des fondements, des bases. J'ai la culture qu'il faut. Au niveau de l'équipe, j'ai trouvé la bonne équipe. Et au niveau des travaux pour y aller, je peux te dire certaines choses. Je ne te dirai certainement pas où se trouve l'endroit où nous préparons cela. Il faut nous le dire, Dominique. Ah non, non, je ne peux pas. Tu comprends bien qu'il y a certaines personnes mal intentionnées. Alors les trolls sont quand même négligeables pour moi. Hein. Je veux plutôt parler des gens du Nouvel Ordre Mondial et des Illuminati qui, pour certains, sont du fantasme, tournent du complot. Hein, mais comme je t'ai raconté en off, j'ai un ami et sa compagne qui n'ont pas été supprimés virtuellement. Je crois que les Illuminati, s'ils existent, qu'est-ce que c'est en fait les Illuminati? Parce qu'au final, bon, les Illuminati, comme je te l'ai dit, les Illuminati, c'est un mot latin pour dire ceux qui savent, les illuminés, ceux qui ont atteint l'illumination, pour te donner une sensibilité toute orientale. Mais il y avait pas des Illuminati hier. Non,
Ne pas confondre. Les Illuminati de Bavière, c'est un succédané, c'est même pas à relier avec les véritables Illuminati. C'est des gens qui ont joué, comme d'autres ont joué à jouer les Templiers, ou ont joué à jouer les Illuminati. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre, les faux Templiers, le Temple solaire et compagnie, c'est du grand n'importe quoi, t'es d'accord avec moi? Voilà. De même, les Illuminati de Bavière n'étaient pas mieux. Les véritables Illuminati, ce sont les descendants agarthiens, ce sont les descendants des déviants qui ont été rejetés du paradis terrestre pour se retrouver, comme les anges déchus, à vivre leur vie en dehors d'Agartha. Et donc, quand est arrivé ce fameux déluge biblique, ils ont sauté sur l'occasion pour prendre le pouvoir sur l'humanité. Sachant que l'Agartha, à cette époque-là, avait d'autres chats à fouetter, à savoir se répartir sur l'ensemble du globe pour croître et multiplier. Il y avait donc une acceptation d'Agartha à ce qu'il y ait quelques dommages collatéraux, le temps que les choses se mettent en place. Les Illuminati sont issus de ces 13 tribus, 13 familles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce sont quand même ceux qui dirigent tout. Il faut être naïf pour croire que l'ONU pilote l'intégralité de l'humanité, et encore plus naïf pour croire que nos présidents arrivent au sommet parce que c'est le jeu des élections. Quand nous faisons de la résistance à cet ordre établi, c'est nous les complotistes. C'est pas, il y a un ordre parfait sur Terre et des enfoirés qui essayent de le faire tomber. Non, non. Il y a un ordre d'enfoirés sur Terre et des gens normaux qui essayent de le faire tomber. Et la solution de l'Agartha, c'est que cet ordre foireux s'écroulerait si les gens pouvaient avoir accès à toutes les richesses, le savoir et les connaissances d'Agartha, qui effaceraient tout ce pourquoi ces gens aujourd'hui ont du pouvoir. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ne savent pas où est Shambhala et l'Agartha. Un comble pour des descendants directs. Ça paraît effectivement curieux qu'ils n'en aient pas conservé la... Et en fait, ils avaient conservé, mais je crois qu'Abraham et sa petite équipe, que j'appelle la 5e colonne, tu vois, ont en fait pris un soin tout particulier à démolir le moindre document qui permettrait de remonter peu ou prou à des informations qui permettraient à ces braves gens de se passer les carnets. Donc il y aurait une déviance au sein des Illuminati. Complètement. Complètement. Apparemment, avec les siècles qui ont passé, les millénaires qui ont passé, il semblerait qu'il y ait une partie des gens chez eux qui aimeraient bien le retour de Shambhala tel quel. Alors, back to Agartha, c'est quoi? L'expédition. C'est quand? C'est où? Voilà. Alors, donc comme je t'ai dit, où je peux pas te... Ce sera en Agartha évidemment, mais je ne peux pas dire d'où ça va partir. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a démarré en 2015 à 3, qu'aujourd'hui on est pratiquement 500, que ça représente 27 nationalités, que ces gens ont formé une communauté, et même je dois dire une chose assez extraordinaire, l'intégralité de ce projet est financée par ces gens, je n'y ai pas mis le moindre euro. Et vous comptez y aller comment? Alors déjà, on ne va pas se taper ça à pied, ni en autochenille, ni en yak comme notre ami Wesley. On compte faire ce qu'on appelle un azimut brut, c'est-à-dire point A, point B, ligne droite. L'avantage de carnet de Wesley, c'est qu'on est censé posséder la localisation de Shambhala, donc même si on ne peut pas la voir par satellite, on peut au moins la repérer par GPS. Le tout, c'est d'aller jusque là-bas. Pour ça, nous travaillons à nous équiper des moyens qui seront nécessaires pour faire cette trajectoire directe. Maintenant, je ne peux pas te détailler comment, mais je peux simplement te dire que ce ne sera pas à pied. On reste sur notre fin. Obligé d'une certaine manière. Mais il y a des enjeux je te promets quand même quelque chose. À la minute même où nous aurons atteint Shambhala, nous ferons savoir au monde entier qu'on y est. Il n'y aura plus de secret à cacher. À partir du moment où nous serons dans Shambhala, si nous avons le bonheur qu'elle existe et que tout ce qui a été écrit au niveau de Wesley est authentique, c'est changer la face du monde. C'est faire quelque chose de tellement important que ça dépasse le simple fait expéditionnaire de raccorder avec notre passé et de mettre fin à la majorité des épreuves dont on pourrait
se passer et que l'on nous impose. La prochaine fois que je rallume l'antenne, c'est avec des images directes du pentagramme. Est-ce que je suis moins dingue, ou plus dingue, que Christophe Colomb, qui a tenté par cette fois de partir et de découvrir les Indes? En fait, il a découvert l'Amérique. Enfin, il a redécouvert l'Amérique. Pendant cette fois, il était plus pour un fou. Pendant cette fois, il a demandé des fonds. Pendant cette fois, il s'est fait remettre à la porte vite fait, bien fait. Puis un jour, Philippe et Isabelle de Castille, roi d'Espagne, ont dit, ben, pourquoi pas? Il suffit d'une fois. Tu as pensé aux conséquences? Oui. Les deux conséquences. Les conséquences positives et les conséquences, entre guillemets, négatives, c'est-à-dire le fait que tu ne trouves rien. Bon, je suis prêt à ne rien découvrir. Et ça va te paraître étrange, mais je ne serai pas forcément déçu. Parce que je ne cherche pas à me persuader d'un monde idéal et de choses de dingue. Je cherche la vérité sur l'histoire, l'origine de l'homme, l'histoire de ses civilisations. Je cherche juste la vérité. Si je ne trouve rien, la déception sera de toute façon émotionnellement grande, vu tout ce qui aura été investi, tout ce que j'aurais subi comme critiques, insultes, j'en passe et les meilleurs. Je serais plus déçu pour l'humanité, j'aurais beaucoup plus de peine pour l'humanité, parce que l'humanité, ça voudra dire que malheureusement, à ce moment-là, elle sera ad vitam aeternam dans une structure qui est absolument abominable. Mais, que puis-je y faire, moi? Simple mortel. Je veux dire, voilà, le problème est réglé. Mais est-ce que tu crois qu'un changement aussi profond, d'après ce que tu si on découvre, imaginer, sera possible facilement? Est-ce que tu ne crois pas justement que ça peut déstabiliser de toute façon l'humanité? Mais ça déstabilisera toujours. Ça déstabilisera toujours. Tu t'imagines, si 8 milliards d'individus, on leur apprend en gros que ça fait 9600 ans qu'on leur raconte des salades. Ça fait des années que j'essaye d'éduquer les gens qui m'écoutent, qui me suivent mes films, achètent mes livres et tout, que j'essaie de les éduquer à la compréhension de tout ça pour avoir peut-être un peu de gens dans la population qui sait à peu près à quoi s'attendre et qui vont agir en allant voir les gens qui sont complètement outrés ou totalement paniqués, en leur disant mais il n'y a aucune raison d'avoir peur du changement. Et donc forcément, il est bien qu'il y ait des gens qui puissent te dire ne t'affole pas et je vais t'expliquer comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'il faut que chacun d'entre nous fasse pour que tout se passe bien. Donc on revient sur les valeurs premières, mais c'est ce qui va se passer. C'est une vague. Ce qui va se passer, c'est une révélation. Les gens vont découvrir que tout ça existait réellement. Je parle de cas où nous tombons sur la réalité des carnets de Wesley. Les gens réalisent que l'Agartha, les valeurs antédiluviennes et tout existent, que ce système a fonctionné par le passé, qu'il était fiable, qu'il a duré des dizaines de milliers d'années, que pendant cette période, il n'y avait ni vol, ni meurtre, ni viol, ni que dalle, et qu'il n'y avait même pas de guerre. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'armée. C'est toute la transformation de la société terrienne. Ça veut dire que les Agarthians, s'il en reste aujourd'hui, disséminés dans ces cas. Mais c'est la prophétie du Kalachakra. Nous attendrait cette prise de conscience. Mieux que ça, exactement. Je pense même, et ça c'est fou, que le jour même où le message est envoyé et où le peuple se rassemble dans un espoir, mais c'est un truc hallucinant. Je ne sais pas si tu étais assez grand, mais je pense que oui, à cette époque. Moi j'ai vécu l'alunissage d'Apollon. J'habitais dans un immeuble, j'étais gamin, j'habitais dans un immeuble qui donnait sur les voies express et tout, je voyais les choses. Et puis il y avait le journal, la télé, c'était en noir et blanc à l'époque. Quand ils ont posé le pied sur la Lune, les voisins, tout le monde, on a ouvert, on s'est embrassé comme si on se souhaitait la nouvelle année. Dehors, sur la route, les gens s'étaient arrêtés, au beau milieu de la route. Et ils chantaient, ils dansaient, les gens étaient dans une euphorie. Je n'avais jamais imaginé l'homme au sens humain, au sens humanité. Ce jour-là ne faisait qu'un. C'était un événement tellement important
que l'unité dont nous parlons s'est révélée, hélas brièvement, mais elle a existé, elle a été visible. C'était la première fois qu'on arrivait à sortir de notre putain d'île déserte. Tu vois, on est sorti de la Terre et on est allé enfin quelque part. C'est sûr, un saut de plus en rapport de ce que les Agarthiens peuvent faire. À la révélation que tout est faisable, tout est transférable, tout est gérable et qu'il y a une structure qui est facile à mettre en place puisqu'elle nous est déjà donnée, complètement fabriquée. Alors, une question importante. Oui. C'est quand? Alors, nous rencontrons quelques difficultés en ce moment d'ordre technique, purement technique. On fait face à une complexité technologique parce que ce qu'on essaye de faire nécessite de concevoir des choses qui n'existent pas, en tout cas pas aujourd'hui. On doit arriver en parfaite conformité avec les valeurs agarthiennes, ce qui nous oblige donc à avoir un cheminement scientifique et technologique différent, même pas parallèle, complètement différent. Et une recherche sur des moyens techniques et technologiques auxquels on n'était pas préparé à travailler. Les presque 500 personnes qui sont là-bas, presque une centaine d'entre eux sont des surdoués, des gens extrêmement intelligents, identifiés comme tels, qui viennent un peu de tous les pays du monde et qui n'ont qu'un seul but. C'est-à-dire, vous avez créé un labo de recherche? Vous avez créé... Complètement, complètement. Un centre de recherche qu'on s'amuse d'ailleurs de manière humoristique à appeler la RA52 et où à l'intérieur nous travaillons sur ce qui nous est nécessaire pour pouvoir atteindre l'Agartha. Mais alors ça ne va pas passer inaperçu, je suppose. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais que ça ne passe pas complètement inaperçu, mais qu'en même temps, pour des raisons que je ne peux pas t'expliquer, l'établissement et l'État français, puisque ça se passe en France, est à mille lieues d'imaginer ce qui se passe dedans. Tout s'est fait sans moi, tout se fait sans moi. Je ne suis pas tous les jours là-bas, je ne vais pas régulièrement là-bas, même si je suis en contact assez régulier, je ne m'informe pas au jour le jour de tout ce qu'ils font, c'est plus eux qui m'informent que moi qui les informe, et tous ces indigos se considèrent un peu comme un humain 3.0, c'est-à-dire nous serons les premiers là-bas, parce que nous sommes, compte tenu de notre intelligence, peut-être ceux qui pourront absorber le plus rapidement possible ce qu'il est nécessaire pour que Shambhala soit réactivé et qu'on puisse enfin dire aux gens, pour ceux qui veulent venir, venez. Pour ceux qui restent et qui veulent rester, on va vous amener les choses, puis on va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc c'est un projet gigantesque et à court terme. J'attends de voir, j'attends de voir. Eh ben, on va être vite fixé sur... oui, mais j'espère, parce que j'aimerais bien ne pas rester... voilà. J'aimerais tout simplement ne pas rester sur ça. Après, le fait que j'y aille ou que j'y aille pas, aujourd'hui, maintenant ou dans 10 ans, je ne suis pas maître. Il n'y a pas d'autre moyen d'y aller que ce moyen-là. Ce moyen dépend de ces gens. J'espère que ces gens auront la foi jusqu'au bout et que les épreuves qu'on rencontre ne les décourageront pas. C'est tout ce que j'attends. Pour l'instant, ils m'ont l'air difficiles à décourager, mais je veux rester optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Voilà sur quoi nous sommes lancés. J'espère que Back to Agartha va être une réalité. C'est très difficile de devoir tout cacher. J'aurais aimé qu'on soit dans une civilisation où tout était clair, où je pouvais présenter au public, voir que les gens puissent voir ce qui se passe. C'est certain. On ne peut que souhaiter que tu découvres, que tu atteignes ce but. J'espère. J'ai cette unique prétention d'essayer au moins de voir que les carnets de Wesley soient authentiques. C'est tout ce que j'attends. Bien, on te souhaite la réussite. En tout cas, on peut, en attendant, ne lâcher rien, travailler sur vous. Hein, pour, exactement, maintenez. Et vous savez, chers téléspectatrices et spectateurs, si vraiment on y arrive,
il faut absolument que vous vous intéressiez à tout ça, parce qu'on a besoin d'aide, on aura besoin de vous. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et il ne faut pas devenir un génie, il faut juste devenir un être ouvert, bienveillant, un être humble et partageur, solidaire, fraternel. C'est pas si difficile que ça. Essayez autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis. Vous verrez comment faire du bien des fois, même de la manière la plus parcellaire, peut apporter une satisfaction énorme. Faire du bien aux autres et à soi-même. À soi-même, ne nous oublions pas. Ah, il faut s'aimer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Thierry, je te remercie en tout cas de m'avoir interviewé. C'est moi qui te remercie pour toutes ces réponses. Cette dernière émission. On reste un petit peu voilà, en attente d'avoir des éléments. Mais c'est dur pour moi de ne pas pouvoir aller plus loin. Pour rester informé, on peut dire Facebook, Back to Agartha. Il y a la page de civilisation, Agartha Civilisation Primordiale qui informe là-dessus. On va se quitter là-dessus. Tout à fait. Avec l'espoir qu'on va y arriver. Puis merci aux téléspectateurs, téléspectatrices de nous avoir suivis, d'avoir suivi ces émissions et d'avoir, je dirais, pris connaissance de tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est sans a priori, c'est sans préjugés. Il n'y a ici aucune volonté d'influencer qui que ce soit sur quoi que ce soit. Uniquement vous donner des infos et ensuite vous êtes seul juge. Vous êtes dans votre libre arbitre le plus absolu. Absolument. Il y compte beaucoup, donc oui, je ne peux pas trahir cette option. C'est à vous seul de décider ce qui est bien de ce qui n'est pas bien dans tout ce que je vous ai raconté. Moi, je vous ai donné toutes les informations qu'il a été possible de vous donner. J'espère que vous avez passé, à travers ces 5 émissions, d'excellents moments, d'excellentes soirées. Et pour ceux qui avaient un petit espoir qu'on puisse peut-être en sortir, mais j'espère leur avoir apporté un peu d'énergie positive, des ondes positives et des raisons d'espérer encore. Et puis, je suis avec vous, on se prend la main, on se la serre bien, on fait la ronde les enfants et on se dit pourvu que. Pour arriver à l'unité, en tout cas nous sommes tous maîtres de notre destin et de notre vie. Le choix nous appartient à chaque instant. En tout cas, bonne réussite dans tous ces projets et puis on saura très vite. Voilà, à très bientôt je pense. Merci. Merci, au revoir.